Voici la carte de l'Union européenne et de ses 15 États membres. C'est un espace de plus de 3 millions de kilomètres carrés, avec une population de 380 millions d'habitants. Le fonctionnement de l'Union européenne repose sur 3 piliers. Le premier pilier est économique, c'est le plus connu. Ces pays forment ensemble un marché unique, avec libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Et cet ensemble a maintenant sa monnaie, c'est l'euro. Le deuxième pilier, c'est la PESC, c'est-à-dire politique étrangère et de sécurité commune, lancée en 1992 par le traité de Maastricht. Et puis il y a le troisième pilier, ce sont les affaires intérieures et les questions de justice. Alors on a souvent dit que l'Europe était un géant économique et un nain politique. Eh bien l'objectif de la PESC est de permettre à l'Union de jouer sur la scène internationale un rôle politique équivalent au rôle économique majeur qu'elle y tient déjà. C'est difficile à mettre en place, car cette politique commune se heurte à la souveraineté des États, dont relève toute politique étrangère, aux divergences d'analyse qui existent entre les pays membres. Chaque pays a sa géographie et ses besoins propres dans les domaines de la défense, et puis aussi aux alliances militaires préexistantes. Alors comment les choses peuvent-elles s'emboîter? Parmi les 15, 4 pays sont traditionnellement neutres: l'Irlande, la Suède, la Finlande, l'Autriche. Mais les 11 autres membres de l'Union sont aussi dans l'OTAN. Or l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire bien plus large que l'Union elle-même. Elle avait été créée en 1949 pour contenir la menace soviétique et assurer en commun la sécurité de l'Europe en impliquant des forces américaines basées sur le sol européen. L'OTAN comprend au total 19 membres, hors d'Europe les États-Unis et le Canada, qu'on ne voit pas là sur la carte, et en Europe, en plus des 11 de l'Union, la Norvège, l'Islande, la Turquie, et depuis mars 1999, 3 pays de l'ancien bloc de l'Est, la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Alors on l'imagine, les intérêts de sécurité ne se recoupent pas forcément. En Europe, à côté de l'OTAN, il y a l'UEO, l'Union de l'Europe occidentale. Elle a été créée en 1954. Elle regroupe 28 États européens que l'on voit ici, dont les 15 pays de l'Union, avec un statut d'observateur pour le Danemark et les 4 pays neutres. L'UEO est le seul organisme exclusivement européen compétent en matière militaire, mais elle n'a ni les moyens ni l'expérience de l'OTAN. Bien, alors cette non-coïncidence géographique et institutionnelle entre Union européenne, OTAN et UEO a des conséquences sur le degré d'autonomie que peut avoir une défense européenne. Et c'est bien là cette difficulté, dans les superpositions, que tentent de résoudre les Européens. Eh bien, 2 événements récents ont permis de faire avancer les choses. D'abord, le sommet franco-britannique de Saint-Malo en décembre 1998. On y a noté une évolution des Britanniques, acceptant de conférer à l'Union une compétence en matière de défense. C'est un revirement important, car pour les Anglais, la défense relève traditionnellement de l'OTAN et d'un lien particulier que Londres a toujours eu avec les États-Unis. Donc, le sommet de Saint-Malo a permis un début de rapprochement vers les conceptions françaises et d'ailleurs allemandes pour une défense plus européenne. Et puis, deuxièmement, l'intervention de l'OTAN au Kosovo en mars 1999. Cette intervention commune aux Européens et aux Américains a révélé une fois encore les insuffisances logistiques et dans le domaine des satellites de renseignement pour les armées européennes. Eh bien, ces 2 événements ont conduit à des décisions concrètes à différents niveaux. D'abord, la mise sur pied d'une industrie européenne de l'armement. On assiste à d'importants regroupements industriels, à savoir la création en 1999 de l'EADS, c'est-à-dire European Aeronautic Defence and Space Company, résultant de la fusion de l'allemand DASA, du français Aérospatial Matra et de l'espagnol CASA. Ce regroupement crée le numéro 3 mondial de l'aéronautique. Et avec l'anglais British Aerospace, EADS a créé Astrium, qui est une société européenne de satellites. Ensuite, au niveau institutionnel, l'Union a depuis juin 1999 un monsieur politique étrangère,
qui doit augmenter la visibilité et si possible la cohérence de cette politique étrangère. L'Espagnol Javier Solana a été choisi pour cela. Son poste précédent était secrétaire général de l'OTAN, et c'est donc un choix un peu surprenant pour cette Union européenne qui tente de se démarquer de l'OTAN. Et puis il y a des organes politico-militaires qui ont été mis en place. Le CME, c'est-à-dire Comité militaire européen, le Comité politique et de sécurité, COPS, un état-major commun à plusieurs pays qui est prévu. Il s'agit, d'ici 2003, de mettre sur pied un corps européen de réaction rapide, transformant l'Eurocorps, qui est donc cette unité militaire formée d'Allemands, de Français, de Belges, d'Espagnols, de Luxembourgeois, qui est basée à Strasbourg, en une force de 60 000 soldats, permettant à l'Union européenne de réagir de façon autonome aux crises situées dans son environnement immédiat. Évidemment, le processus de décision reste délicat. La défense européenne reste régie sur un mode intergouvernemental, c'est-à-dire que les décisions sont prises à l'unanimité des 15 États membres. L'UEO, donc l'Union de l'Europe occidentale, vient d'être intégrée à l'Union européenne, comme l'autorise d'ailleurs le traité d'Amsterdam. Et de toute façon, elle s'appuie sur une double gamme de moyens militaires, soit des moyens nationaux européens, soit le pilier européen de l'OTAN. Donc ce chantier de la défense européenne demandera encore de longues discussions sur le rôle stratégique des États-Unis en Europe. Maintenant, autre espace en chantier, l'Europe de la justice. C'est le troisième pilier de l'Union européenne qui est difficile à mettre en place lui aussi. Car là aussi, on touche à la souveraineté des États. Dans le cas d'un État fédéral comme l'Allemagne, on touche aussi à certaines prérogatives des Länder. Et puis on rencontre les réticences du Royaume-Uni, qui voit dans l'Union européenne surtout une zone de coopération économique. Eh bien c'est paradoxal, car dans un marché désormais unique, la reconnaissance des jugements et des décisions de justice dans l'ensemble de l'Union pourrait aider au recouvrement des impayés pour les entreprises européennes. Ou bien au niveau pénal, elle faciliterait les mesures d'extradition entre États membres. Comme l'a montré d'ailleurs l'affaire Rezala entre la France et le Portugal, il n'existe aujourd'hui en Europe que des accords bilatéraux d'extradition, c'est-à-dire État entre États, mais pas de façon acquise et automatique entre les 15 membres de l'Union européenne. Deuxième dossier de justice, avec le report sur les frontières extérieures de l'Union de fonctions longtemps exercées à l'intérieur des pays, il est maintenant nécessaire de mettre en place une approche commune pour l'asile politique et l'immigration. Cela permettrait de lutter contre l'immigration clandestine et d'intégrer les immigrés réguliers et d'éviter ainsi peut-être le drame de Douvres où 58 personnes de nationalité chinoise ont trouvé la mort en juin 2000. Deux avancées sont déjà à noter. En droit de la famille, grâce à l'harmonisation juridique, un juge unique est désigné pour décider de la garde des enfants dans le cas de divorce de binationaux européens. Et pour la coopération entre les polices des 15, l'Office européen de police, l'Europol, qui est basé à La Haye, fonctionne depuis le 1er octobre 1998. C'est un office de police criminelle intergouvernemental qui facilite pour les polices nationales des 15 les échanges d'informations en matière de trafic de drogue, de terrorisme, de criminalité internationale, de blanchiment des capitaux et de pédophilie. Ce sera l'un des volets concrets qui pourra être renforcé par l'espace judiciaire commun décidé au sommet d'Helsinki fin 1999.